Ça veut dire que Poutine, en fait, ne lâche pas prise, contrairement à ce que peut-être les Occidentaux ont pensé à un moment. Bien entendu, Poutine ne lâche pas prise et je ne pense pas que les Occidentaux pensaient qu'il allait lâcher prise. Mais je pense que c'est intéressant de voir les changements dans la propagande officielle russe par le biais de la chaîne de Poutine, la première chaîne russe. Au début de la guerre, les Russes présentaient les rebelles ukrainiens comme des espèces de néo-nazis qu'il fallait battre et qui étaient des barbares, n'est-ce pas? Et on parlait, c'était un peu les thèmes de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas, contre le fascisme et le nazisme. Et remarquez que depuis que Poutine a eu ce grand spectacle du 9 mai à Moscou, de la victoire de la Russie dans la Deuxième Guerre mondiale, de l'Union soviétique, la ligne de propagande de la première chaîne russe a complètement changé. Maintenant, en fait, il présente l'Ukraine comme un État failli, comme un failed state. Et le message de Poutine est de dire aujourd'hui, j'avais bien prévenu les Occidentaux. Ils ont fini par le comprendre d'ailleurs. Et il présente toutes les visites des dirigeants occidentaux comme des demandes, n'est-ce pas? Angela Merkel aurait fait une demande d'audience, n'est-ce pas, avec Poutine, et on aurait accepté de la recevoir. John Kerry est allé jusqu'à Sochi pour rencontrer son Excellence le président russe. On a accepté de le recevoir également. Et il présente ça comme les Occidentaux qui auraient finalement vu la lumière, qui n'ont pas d'autre choix parce que la Russie est tellement puissante et puis elle a son alliance avec la Chine, et donc l'Occident a fini par se rendre à la raison. Donc ça, c'est la ligne de propagande de la Russie. En fait, ce que veut Poutine aujourd'hui, c'est que, effectivement, comme l'a dit l'ambassadeur Pazner, il souffre des sanctions économiques de l'Occident. Il veut savoir si l'Occident va maintenir ou même renouveler ces sanctions, alors même qu'il sait également qu'à ce jeu s'ajoute le bras de fer entre l'Occident et la Russie sur le dossier iranien, sur le dossier syrien, et là, il y a un véritable jeu d'échecs entre la Russie et les Occidentaux. Et au bout du compte, je crois que ce que veut Poutine, c'est que l'Ukraine implose tout simplement sous le poids de son économie défaillante pour avoir une espèce d'annexation de facto rampante, essentiellement de l'Est, en attendant de voir comment l'Occident va réagir. C'est sa stratégie aujourd'hui, je pense. Alors on a vu que la liste noire publiée par Moscou hier de personnalités interdites de territoire en Russie était une mesure de rétorsion, mais les Européens l'ont très mal pris. Bien sûr. Ouais. C'est les contre-sanctions russes. C'est évident que les Européens l'ont très mal pris parce qu'il y a aussi une liste de Russes avec lesquels on ne parle pas de Russie. Donc la Russie, qui est un grand pays, il ne faut pas l'oublier, c'est une grande puissance, ne se laisse pas faire. Ok, mais l'Ukraine non plus ne se laisse pas faire. Je crois qu'aujourd'hui ou hier, Poroshenko a nommé Saakashvili, le Géorgien. Ancien président géorgien. Ancien président géorgien, qui ne parle pas un mot d'ukrainien, ok, qui parle bien le russe, qui ne parle pas... Il l'a nommé aujourd'hui comme gouverneur d'Odessa, de la région d'Odessa. C'est-à-dire, il dit aux Russes, moi, je ne me laisse pas faire. C'est vrai, comme le dit le professeur Nabon, il y a un risque d'implosion économique en Ukraine. Évidemment, on le voit, les Ukrainiens souffrent. Ça se voit dans tous les domaines. Mais, je dis, ils tiennent bien le coup. Ils tiennent le coup quand même. Parce que chez eux, il y a cette fierté ukrainienne. Vous pouvez lire l'histoire de l'Europe, les princes ukrainiens, les rois ukrainiens, c'était pas des Russes, c'était des Ukrainiens. Donc il y a une incompatibilité idéologique avec Poutine qui, lui, oui, il voit la grande Russie incorporer au moins une partie de l'Ukraine et surtout, évidemment, il craint de voir l'OTAN à ses portes. Ça, c'est la grande crainte russe. Et Poutine fera beaucoup. Je ne veux pas dire qu'il fera tout, parce que tout faire, il fera beaucoup pour empêcher cela. Mais quand on voit ce rapport de l'ONU aujourd'hui, qui finalement voit des exactions des deux côtés, c'est comme si finalement on ne voulait pas trancher entre les bons et les méchants. Il y a des crimes qui sont commis côté ukrainien comme côté russe. Vous savez, l'ONU est connue pour son relativisme moral. L'ONU également avait ce même relativisme moral en Yougoslavie, au Rwanda, et c'est ce même relativisme moral à l'époque de ne pas trancher entre les deux parties. Malheureusement, Emmanuel ne l'a pas pour nous. Oui, pour Israël, par contre, il n'y a pas de relativisme. Pour Israël, c'est le monde à l'envers, n'est-ce pas? La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a passé une résolution contre Israël qui porterait atteinte aux droits de santé des Syriens sur le plateau du Golan, alors que Israël a des hôpitaux là-bas qui traitent les rescapés syriens du régime d'Assad. Donc en ce qui concerne Israël, c'est pas le relativisme moral, c'est le monde à l'envers. Mais pour les autres conflits dans le monde, comme ce qu'il y avait eu en Yougoslavie ou au Rwanda, l'ONU ne tranche pas et laisse finalement les catastrophes se dérouler, comme à Srebrenica ou dans le génocide du Rwanda. Même attitude de l'ONU, on ne prend pas parti,
il y a un conflit, les deux parties ont quelque chose à se reprocher, et l'ONU répète encore une fois ces erreurs de relativisme moral. Il y a une agression russe, mais ça l'ONU ne le dira pas, parce que l'ONU, au bout du compte, c'est une organisation d'États souverains, que la Russie a son droit de veto au Conseil de sécurité, et donc en fait l'ONU est complètement impotent. Pourquoi? Parce que la Russie fait partie du jeu. La Russie est au Conseil de sécurité, et on a besoin de la Russie sur le dossier iranien, donc on ne peut pas évidemment compter sur l'ONU pour résoudre le conflit en Ukraine. L'ONU s'est prouvé complètement impotent dans tous les conflits de la fin du XXe siècle, depuis la fin de la guerre froide, et là-dessus, malheureusement, il n'y a pas de nouveau. Ouais. Poutine, à votre avis, aujourd'hui